Bonjour à toutes et à tous et bonjour à la communauté du SEO ainsi qu'à l'univers du digital. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qu'on appelle le king du SEO, la base de la base, et je veux parler bien sûr de la rédaction de contenu. Pour parler avec moi de ce sujet, je pense avoir trouvé la personne idéale, hein, puisque j'ai le plaisir d'accueillir Zora Belmadi. Comment ça va, Zora? Ça va bien, je te remercie. Merci de m'inviter pour cette interview, Quentin. Bah, écoute, on est ravis de t'avoir. Alors, je dis la personne idéale tout simplement parce que tu es responsable France de l'une des plateformes de rédaction SEO les plus importantes sur le web, à savoir TextBroker. Et tu es également présidente de l'association SEO Camp. Donc, je pense que… Ah, je te vois un peu aussi à la tête. Je ne le suis plus. Ah, Je tu ne suis l'es pas plus. fidèle. D'accord, très bien. Eh ben, tu fais bien de me mettre à jour du coup. Mais bon, je pense qu'on est quand même au niveau, au taquet au niveau expertise, hein. Je te mets un peu la pression là. Je vois Rassure-toi, ça. rassure-toi, tout va bien se passer. Donc, on va tout de suite rentrer dans le concret, Zora, si tu veux bien. Donc, Zora, si on pense que pour être bien référencé, chaque page d'un site web doit être positionnée sur un seul mot-clé spécifique. Est-ce qu'on est has-been, on est dans le coup, on est à côté de la plaque? Parce qu'il y a beaucoup de choses que les internautes ont du mal à comprendre à ce niveau-là. Oui. Alors, c'est vrai qu'avant, les algorithmes des moteurs de recherche n'étaient pas autant développés qu'aujourd'hui. Et on pouvait facilement adapter une page à un mot-clé et se concentrer là-dessus pour la faire ranker, même si le contenu à l'intérieur était de piètre qualité. Donc aujourd'hui, forcément, les moteurs ont évolué, les algorithmes ont bien changé. Et ce qui sera plus intéressant de faire, c'est de combiner plusieurs associations de mots-clés. Euh, des associations intelligentes qui vont globalement renforcer le sens du texte. En fait, tout est là, je pense. Donc, utiliser des… Alors, nous, on voit souvent passer ça dans les briefings, en plus, les briefings de nos clients. Donc, on a beaucoup d'agences SEO qui font passer des briefings sur la plateforme. Et on voit que sur les mots-clés, on nous demande souvent d'utiliser des pluriels et des inflexions, mais pas que, aussi des synonymes, des termes de moyenne, longue traîne. Donc, on va aller un petit peu plus loin, on va élargir un petit peu et ne pas se cantonner évidemment à un seul mot-clé parce que là, en traitant toutes les variations du mot-clé, Google estimera qu'on a pu traiter le sujet en profondeur et que donc on donne de l'information de qualité aux internautes. Qu'est-ce qui fait qu'un contenu est bien optimisé, mais surtout, quels sont les points de vigilance à avoir quand on rédige ce contenu? Oui, effectivement, on aborde cette question. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qu'aujourd'hui, Google a évolué et avec RankBrain, il est capable de lire, de mieux comprendre l'intention de recherche. En fait, ce qui se cache derrière une requête utilisateur, ça va être plutôt l'intention de recherche. Et donc, c'est le point de vigilance principal, je dirais. C'est lorsqu'on rédige ces contenus, d'avoir en tête, et lorsqu'on fait sa recherche de mots-clés et tout le travail préparatoire en amont, c'est d'avoir en tête et d'essayer de comprendre quelle est la cible et ce qu'elle recherche. Donc, se mettre à la place de l'utilisateur, à la place de la personne qui fait la recherche, et essayer de comprendre à quel stade elle se situe. On parle, c'est assez courant, de requêtes navigationnelles, transactionnelles, informationnelles, voilà. Et généralement, si on a pris le temps d'étudier sa cible, de savoir quel est mon persona, par exemple, et d'étudier un petit peu les mots-clés, les requêtes qui sont tapées, on va pouvoir identifier quel est un petit peu le stade de la requête. Et donc, après les points de vigilance, donc première étape, je l'ai dit, connaître sa cible, Mhm. quelles sont ses attentes, donc se mettre à la place de la personne pour savoir quelles sont les questions que les gens se posent, et donc essayer de répondre à ces requêtes. Donc, le choix des mots-clés va être important. Ça, c'est la base, on va dire, connaître sa cible, se mettre à sa place, et essayer de connaître les requêtes sur lesquelles on va se positionner et donc travailler pour répondre aux questions des personnes. Et ensuite, les fondamentaux du SEO ne changent pas. Ça reste toujours les mêmes critères à intégrer sur n'importe quelle page. Donc, la title, la métadescription, même si elle n'est pas visible en tant que telle, elle est quand même utile pour l'utilisateur. La structuration du texte, avoir des H1, H1, H2 sur sa page, des titres qui vont être soignés,
voilà, qui vont parler à l'utilisateur. On va pouvoir savoir rapidement, voir rapidement déjà où est l'information et se repérer rapidement grâce à une structure qui soit logique et pour l'utilisateur et pour le moteur, quoi. Le volume et la taille de texte, les liens internes, les liens externes, voilà, Tout ce qui globalement. fait le Et puis, SEO derrière. c'est ce qui fait le SEO. Et puis, bien évidemment, tout le socle technique. Hein, j'en parle pas là parce que sinon, ça prendrait un petit peu de temps, mais Bien sûr. vitesse de chargement, mobile, etc. Est-ce qu'un contenu bien optimisé sur un ou plusieurs mots-clés sera forcément bien positionné dans Google? Alors, si on a appliqué l'ensemble des points évoqués précédemment, on a déjà de meilleures chances d'être bien positionné. Mais ce Maintenant, n'est pas une garantie. c'est pas une garantie. Ben non, ça serait un peu facile sinon. Hein. Il faut quand même qu'on qu'on bataille un petit peu plus. Non, je pense que évidemment, si on a bien identifié l'intention de recherche de l'utilisateur, on aura des chances de mieux répondre à sa requête et de faire en sorte qu'il reste sur la page. Maintenant, si on s'est planté, voilà, moi j'ai mal interprété l'intention de mon utilisateur. J'ai parlé, ça c'est mon collègue qui me parlait de ça. J'ai visé une requête acheter une newsletter et en fait les gens ils s'en foutent d'acheter une newsletter et ils veulent savoir comment faire une newsletter. Désolé. Et donc là, j'ai visé la mauvaise requête et forcément, les gens qui vont sur la page, ils repartent. Donc, il y a un taux de rebond qui va être, même si mon texte, ma page, elle est parfaitement bien optimisée SEO par ailleurs, mais je me suis plantée sur la requête. Et aussi, peut-être un autre point qui pourrait faire que on n'est pas, même si on a très, très bien optimisé sa page, ça ne marche pas parce que peut-être on a voulu voir trop haut. On s'est attaqué à une requête qui était vraiment très concurrentielle. Voilà, volume de recherche beaucoup trop grand et peut-être qu'il aurait mieux fallu se positionner sur autre chose, quoi, une requête plus facilement abordable. Donc après, c'est une question de stratégie en fait. Les choix stratégiques qui sont effectués vont être importants pour le positionnement autant que l'optimisation de la page. Et il y a une idée reçue selon laquelle Google analyserait en priorité les mots-clés en haut de page. Alors, que réponds-tu à cela? Alors, je ne suis pas experte SEO, mais généralement, dans les pratiques SEO, on recommandera effectivement de placer ces mots-clés importants en haut de page. Donc, certains ont fait des tests. J'ai cherché un petit peu, j'ai regardé des différents articles et je vois parfois que certaines personnes disent que dans les textes, les mots-clés qui ressortent sont plus situés en haut de la page et que plus on descend, moins on en trouve. Bon, maintenant, on sait que le budget de crawl de Google, il est quand même capable de scanner la page et d'aller jusqu'au bout. Ma réponse serait de se dire qu'est-ce qui est bénéfique pour l'utilisateur. Je pense qu'il est plus important pour l'utilisateur d'avoir rapidement l'information qu'il recherche. Et donc, forcément, si on veut rapidement lui donner l'information qu'il recherche, il y a fort à parier que les mots-clés importants vont se situer en haut de page, ou en tout cas en haut de paragraphe, et à chaque fois mis en exergue de manière à ce que l'utilisateur voit rapidement et trouve rapidement l'information qu'il recherche, et en tout cas trouve la réponse à sa requête. Et si je possède un site, par exemple, axé sur la finance, on y trouve par exemple des pages dans lesquelles j'ai rédigé du contenu évoquant des lois. Des lois, par exemple, c'est souvent mis à jour, on est bien d'accord. Ouais. Donc, par rapport à ces mises à jour, est-ce que c'est plus pertinent d'essayer de capitaliser sur le contenu que j'ai déjà rédigé auparavant en mettant ce contenu à jour, ou est-ce que c'est plus pertinent que je me dise, je vais créer totalement une nouvelle page avec mon nouveau contenu que je vais avoir rédigé et qui sera mis à jour? Ok. Alors, moi, je dirais que ce serait plus intéressant de mettre à jour la page existante parce que si vous avez une page existante, elle a déjà un historique, elle a probablement déjà un positionnement, peut-être de l'interaction avec les personnes, ça peut être des shares, des backlinks par exemple. Et donc, ce serait un petit peu dommage de perdre cet historique en créant une nouvelle page. Donc, autant la mettre à jour. En plus, on sait que Google aime bien les mises à jour. Donc, s'il voit une page qui est mise à jour, le bot va repasser et ça sera encore plus bénéfique pour le positionnement de la page en question. Et en plus, là, on parle d'un site de finance. Et bon, je pense que les juristes, ils aiment bien quand même avoir
l'historique, avoir les anciennes lois. Donc, c'est mieux de mettre à jour et puis peut-être de garder en dessous la loi précédente de manière à ce que ça ressorte sur la page, en fait, qu'on garde la chronologie quelque part des mises à jour. Et au-delà du SEO, c'est également du coup répondre à un besoin utilisateur au final. Oui, exactement. On en revient toujours au même. Justement, les utilisateurs, ils recherchent de l'information avec des requêtes de plus en plus longues, hein, complètes, et on parle même de requêtes conversationnelles aujourd'hui. Comment identifier correctement les requêtes sur lesquelles je dois me positionner pour le coup? Oui, bah ça c'est un travail hyper important, hein, trouver les bonnes requêtes. Ouais. Donc un petit peu ce que je disais tout à l'heure, je pense que tout le travail commence par bien connaître ses utilisateurs, bien connaître sa cible, aller même jusqu'à connaître les habitudes de navigation, pourquoi pas, hein. Une fois qu'on a identifié sa cible correctement, donc là on va passer sur l'analyse des mots-clés, la recherche de mots-clés. Donc là, il y a plein d'outils qui existent. Bah, déjà, avant de commencer à travailler avec un outil, peut-être travailler avec son propre cerveau. Donc, voilà, essayer d'imaginer et de lister un maximum d'idées sur les requêtes potentielles. Pourquoi pas aussi associer son équipe. Il y a plein d'idées qui peuvent arriver par je sais pas, le service commercial. Et il n'y a pas que le service marketing, mais tous les services de l'entreprise peuvent être associés finalement à ce grand brainstorming pour faire déjà une première liste et ensuite passer sur des outils pour aussi analyser la concurrence, voir sur Google ce qui se passe. Je tape des requêtes, je regarde quels sont les résultats. Je regarde aussi les requêtes associées avec la complétion automatique, les personnes recherchent aussi. Voilà, ça, c'est des choses qui déjà sont faciles. On n'a même pas besoin pour l'instant d'outils payants, quoi. Et après, on a notre Search Console. Je pense que voilà, toutes les personnes qui travaillent sur un site Internet ont une Search Console. Donc, il y a beaucoup d'informations à l'intérieur. Google Analytics, on va pouvoir comparer. Pourquoi pas aussi un compte Google Ads, il y a des informations pertinentes à aller chercher. Et ensuite, tout plein d'outils. Et en plus, il y en a de plus en plus qui sont faciles d'utilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si tu n'es pas expert SEO, en fait, tu arrives quand même à t'en sortir parce que les outils sont très ergonomiques et on arrive à trouver facilement l'info qu'on cherche. Donc voilà, on analyse un petit peu tout ça, on fait des regroupements, un bon tableur Excel. Et puis, je pense qu'on peut trouver les meilleures requêtes sur lesquelles se positionner et travailler dessus. Alors, j'ai envie qu'on prenne un exemple concret. Je possède un blog sur des recettes de cuisine, par exemple. J'ai écrit de nombreux articles où je détaille les recettes salées, sucrées, des articles sur les mœurs gastronomiques selon les pays, des interviews d'experts, etc., etc. Du coup, quels sont les éléments que je dois prendre en compte pour m'assurer que mon contenu soit pertinent et qu'il réponde bien du coup à ces fameuses requêtes et besoins utilisateurs? Oui, alors si on a préalablement identifié les meilleures requêtes avec tout ce travail préalable, donc celles qui sont censées susciter le plus d'intérêt et répondre à l'intention de recherche, après on va soigner les contenus. Hein, on va soigner les contenus à destination de cette intention de recherche en essayant de couvrir le sujet au maximum, en répondant à toutes les questions que les gens se posent. Généralement, voilà, qui, quoi, comment, où, et on couvre un maximum le sujet. Donc déjà là, il y a de fortes chances qu'on arrive à répondre justement aux besoins de l'utilisateur en faisant ça. Donc après, il faut analyser. Hein, qu'est-ce qu'il en est exactement de ce contenu que je viens de créer? Est-ce qu'il se positionne bien? Est-ce que les gens peut-être interagissent aussi? Est-ce qu'ils partagent une recette que je viens de publier? Enfin voilà, il faut regarder un petit peu quelle est l'interaction aussi avec les utilisateurs. Et donc, si ça marche bien, c'est que je suis de la bonne voie. S'il ne se passe pas grand-chose, peut-être que là, je vais aller creuser. Peut-être que je n'ai pas ciblé les bonnes requêtes. Je ne suis pas sur la bonne intention de recherche. Le SEO, ce n'est pas une science exacte de toute façon. Donc, il faut aller expérimenter un petit peu, je dirais, faire des essais sur peut-être quelques sujets et puis voir quel est l'impact et réajuster.
si les contenus ne sont pas suffisamment lus, partagés, n'ont pas assez de clics. Voilà, il y a peut-être quelque chose à aller creuser et donc je vais aller voir si j'ai bien cerné l'intention de recherche. Par exemple, si donc pour un site de gastronomique, si dans mon sujet j'ai voulu parler de comment faire une bonne crème anglaise. Maintenant, je vois que les personnes, c'est pas ce qu'elles veulent, c'est pas ce qu'elles recherchent, c'est avec quoi servir de la crème anglaise. Voilà, c'est que je n'ai pas répondu à leur interrogation. Donc, d'où encore ce travail de bien connaître sa cible, bien connaître l'intention de recherche et tout ce travail de mots-clés. Donc, il va falloir un peu croiser. C'est du travail, hein, ça prend un petit peu de temps. Et puis, réajuster en fonction de ce que j'observe. Alors justement, je poursuis toujours avec mon fameux blog culinaire. Les articles du coup que j'ai créés ne sont absolument pas classés et apparaissent sans ordre vraiment précis sur mes pages. Mais vu que je suis un peu renseigné, j'ai entendu dire qu'organiser son site en topic cluster pouvait m'aider à être mieux référencé. Alors déjà, est-ce que c'est pertinent pour mon site et est-ce qu'il y a une manière de réfléchir à rédiger mon contenu du coup pour créer ce fameux topic cluster? Ok, oui, alors oui, un topic cluster, ça permet de bien ranger ses contenus. Hein, ça permet de bien organiser et d'une façon logique et d'aller creuser en profondeur, en fait, chacun des sujets que j'ai identifiés comme étant importants autour de mon sujet principal, en fait. Hein. Donc, l'information, elle est hiérarchisée. Et donc, ça va faciliter probablement le chemin bon, c'est bon pour Google, et ça va aussi faciliter la navigation de l'utilisateur qui s'y retrouvera plus facilement. Il y aura un cheminement quelque part logique. Donc, je dirais que tout ce qui permet de ranger correctement ces contenus et de faciliter la navigation, c'est forcément bon, ça ne peut pas être mauvais. Donc après, il faut bien réfléchir aussi à comment on le fait. Il faut pas, voilà, il faut quand même réfléchir à la stratégie. Qu'est-ce que je recherche? Quel est l'objectif que je recherche? Et de cerner le meilleur sujet peut-être à travailler en forme de topic cluster. Hein, il y a toujours une réflexion avant. Alors, oui, voilà. Qu'est-ce que ça implique pour la rédaction web, du coup, si on crée ces fameux topic clusters? Alors, ce que ça implique pour la rédaction web, c'est de rester peut-être centré sur le sujet en question qu'on développe pour ne pas développer et creuser toujours en profondeur le sujet. Donc, le topic cluster, on va avoir une page pilier et en fait, à l'intérieur donc la page pilier peut-être va être un peu plus générique. Elle va lister tout ce qu'on peut trouver en fait comme point. Et donc après, il y aura des liens avec les points en particulier. Et donc ces points en particulier, il faudra les développer en rédaction, donc précisément. On va creuser le sujet. Donc ça, c'est ne pas sortir du sujet en fait. C'est un petit peu ça aussi la difficulté. Et en rédaction, alors nous, des fois, on le voit dans les briefings que les personnes travaillent sous forme de topic cluster, mais on n'a pas forcément le travail préparatoire. Donc, ça peut être difficile aussi pour un rédacteur parce qu'il ne sait pas en fait qu'il travaille ce contenu-là et qu'il ne doit pas aller à côté. Donc, d'où l'importance d'un bon briefing. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. On pourra refaire une interview sur un bon briefing si tu veux. Pour que marchent bien ces fameux clusters thématiques, hein, comme on dit, ça nécessite aussi, par exemple, de créer des contenus evergreen, comme on dit dans le SEO, donc des contenus intemporels qui permettent d'être bien référencés et d'être réutilisables à l'infini. Oui, alors un contenu evergreen, un contenu intemporel, pourquoi pas? Effectivement, ça permet d'avoir un contenu qui soit qui n'ait pas besoin de mise à jour. Donc, ça fait gagner du temps. Donc oui, pourquoi pas? Ça peut être, mais c'est pas une obligation. Hein. Si maintenant on a des contenus à mettre à jour, c'est bien aussi. Je veux dire, à partir du moment où on les met à jour. Maintenant, c'est vrai que quand il y a beaucoup de contenu, une masse de contenu, ça va être plus facile d'avoir des contenus intemporels. Ça, c'est clair. Alors, je continue toujours avec l'exemple de mon blog. Cette fois-ci, mon blog est un support qui vient s'ajouter à mon site e-commerce. Je décide de continuer du coup à créer du contenu, mais uniquement pour mon blog. Je décide de pas trop en rédiger du contenu sur les pages de mon site e-commerce. C'est pertinent, ça, comme façon de fonctionner? Pas sûr.
Ça dépend. Ah, d'accord. Bah déjà, tu vois, c'est moins tranché que ce qu'on pouvait penser parfois. Donc, vas-y, je t'en prie. Oui, non, ça dépend. Après, ça peut être intéressant d'avoir. Bon, alors c'est sûr qu'il faut d'abord bien travailler son site. Bon, si j'ai un site e-commerce, voilà, j'ai travaillé toutes mes pages catégories, mes pages produits, j'ai bien fait gaffe au SEO, j'ai rempli correctement, voilà, toutes mes balises. Tout au niveau SEO est bien optimisé. Donc, je sais que j'ai bien travaillé sur mon site e-commerce. Ben, pourquoi pas avoir un blog et se dire, bon, maintenant, alors, il ne faut pas non plus abandonner son site, hein, il y a toujours des choses à refaire. Mais pourquoi pas se dire, bon, maintenant, je fais un blog et je vais aller jouer un petit peu plus loin sur mon blog. J'ai plus de liberté quelque part en faisant comme ça. En se disant, bah, je vais jouer, je vais produire beaucoup de contenu sur mon blog qui vont venir quelque part appuyer mon site e-commerce aussi. C'est ça le but, il ne faut pas négliger le site e-commerce. Il ne s'agit pas de l'abandonner. Mais avec un blog, on va pouvoir, je pense, hein, il y a peut-être plus de facilité, plus de possibilités de jouer avec les sujets et peut-être d'interagir aussi avec les personnes, faire des interviews régulièrement avec voilà, des personnes célèbres dans la cuisine. C'est pas mon domaine, je connais trop rien. Mais voilà, peut-être avoir des articles d'invités, etc. Ça sera peut-être plus facile sur un blog. Enfin, c'est ce que je pense. Après, je comprends qu'il puisse y avoir des avis différents, mais je pense que ça peut être justement très complémentaire en fait de faire ça, sans négliger évidemment le site e-commerce, évidemment. Alors là, je vais juste, pour notre dernière question, t'emmener sur quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, à savoir le mobile first. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour créer du contenu rédactionnel dans cette politique du mobile first? Oui, alors oui, bon, maintenant le mobile first, encore une fois, se mettre à la place de l'utilisateur qui va faire ses recherches et ses requêtes uniquement via voilà, un petit téléphone, un petit format. Donc la façon de rédiger sera peut-être pas forcément différente, mais en tout cas peut-être plus rigoureuse. Par exemple, donc je disais tout à l'heure, c'est bien de donner l'information principale le plus rapidement possible sur une page. À plus forte raison sur un mobile. Voilà, on ne veut pas perdre de temps, on est pressé, tac, mobile, je veux avoir tout de suite mon information. Donc, voilà, pas de fioriture, on va tout de suite dans le vif du sujet sur le contenu. Les titres vont devoir être probablement plus courts. Hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, donc des titres courts, ce qui peut être aussi valable sur des pages desktop en fait. Hein. C'est pas une mauvaise chose d'avoir des titres courts et percutants aussi, il faut que ça reste percutant. La hiérarchie, la structure de l'information va être encore plus importante parce qu'il ne faut pas qu'on se perde hein, sur un mobile, ça peut aller vite de se perdre. Donc, en fait, il faut faciliter la lecture et donner envie aux mobinotes d'aller regarder un peu plus loin et faire qu'il ne s'ennuie pas et qu'il ne soit pas lassé et qu'il ne soit pas gêné aussi dans sa lecture. Des paragraphes qui vont être forcément plus courts. On ne peut pas voilà, faire des paragraphes de 200-300 mots, c'est peut-être déjà trop long. Donc, faciliter la lecture avec des paragraphes courts, une mise en forme qui soit agréable. On va aussi penser à la recherche vocale. Donc, dans les requêtes qu'on va travailler, on va peut-être avoir des requêtes plus sous forme interrogative et mettre ça dans Conversationnel, comme on disait tout à l'heure. conversationnel, voilà. Et on met ça dans les titres pour répondre à la question de la personne. Qu'est-ce que je pourrais dire encore sur le mobile L'UX va être important aussi. Voilà, ça peut être super important pour les mobiles d'avoir quelque chose qui soit vraiment agréable au niveau du design, d'avoir des boutons, voilà, des boutons clairs où on va cliquer avec le doigt, donc il faut qu'on arrive à cliquer facilement sur le bouton. Et puis les liens aussi, avoir des liens qui soient pas tout collés comme ça, parce que sinon on va se tromper, hop, on va vouloir cliquer là, et puis finalement on aura le mauvais lien. Donc ça va gêner à chaque fois la lecture. Donc encore une fois, toujours se mettre à la place de l'utilisateur et peut-être avoir des contenus qui soient vraiment dans les sujets que je vais traiter, je vais justement analyser l'intention de mon public qui est sur un mobile. Il va peut-être pas rechercher la même chose quand il est sur son mobile que quand il est sur son desktop. En fait, il va peut-être chercher plus comment accéder à quelque chose, des horaires. Tu vois, en fait, ça va être des choses peut-être les contenus que je vais faire. Je vais analyser ce que ma cible recherche et puis je vais faire ces contenus-là en fonction. Ça va être peut-être des choses plus localisées sur un secteur géographique en fait plus restreint.
le choix des sujets, des requêtes va probablement être différent sur mobile. Eh bien, Zora, ce sera le mot de la fin. Je te remercie beaucoup, Zora. C'était très sympathique de t'avoir. Merci à toi. J'espère que j'ai répondu, que j'ai pas été Ah trop oui. longue de les réponses. Non, non, très, très bien. C'était très, très bien, concis, clair et efficace comme on aime à Cocolize. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bah, je te dis à une prochaine fois pour qu'on parle de nouveau rédaction web, hein. On verra bien ce que Google nous aura pondu d'ici là. D'accord. Et je te souhaite une très bonne continuation. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.